prohibé. Chapitre 39. Voyage. Bastian. La nuit a été courte. Pourtant, je suis réveillée plus tôt qu'Adeline, qui est généralement debout la première. Je la contemple un moment dans son sommeil. Je ne m'en lasse pas tant elle est ravissante. Ma femme est belle. Partout. Je me retiens de la caresser malgré mon désir. Mais je sais que ce matin, nous devons finir nos bagages. Les Cottard dorment au même étage que nous. Les filles dans la chambre qu'occupaient Gerhard et Johann, leurs parents dans celle qu'occupait à l'époque Eric, qui, lui, a migré dans celle qu'occupait Heinrich, pendant que Johann a dormi dans mon ancienne chambre. Je me lève donc tout doucement. J'enfile mon pantalon et je jette un œil au passage à notre petit homme, qui dort comme un ange. J'entr'ouvre la porte pour me glisser dans le couloir sans bruit, pour ne pas réveiller tout ce joli monde. Mais il me semble apercevoir une silhouette féminine sortir du renfoncement où se trouve la porte de la chambre occupée par Eric. Je stoppe net tout mouvement. Le bruit de pas dans l'escalier me confirme que je n'ai pas rêvé. Et les pas se dirigent vers le haut. J'attends donc un peu avant de descendre à mon tour. Je vois Amélie arriver dans la cuisine 5 minutes après moi. Elle a apparemment enfilé ses vêtements à la va-vite, car elle a aboutonné son chemisier de travers. Adeline dirait qu'elle a attaché lundi avec mardi. Elle attrape sa blouse accrochée à l'entrée de la cuisine. « Bonjour Amélie, bien dormie ?» demandai-je d'un air innocent. « Très bien, et j'aurais bien dormi plus longtemps, » répond-elle en bâillant. Apparemment, la nuit a été agitée. Elle a les yeux cernés et un peu trop brillants, le teint rosé d'une femme qui vient de faire l'amour. « Tu veux un café ? Ta mère vient de le préparer. » Poursuis-je l'air de rien. Elle est partie ramasser les œufs et cueillir une ou deux salades et des tomates pour ce midi. Volontiers, merci, Bastien. Je nous verse chacun une tasse de café. J'emmène la mienne et une tartine de pain avec de la confiture et je vais m'installer dans le salon. Du fauteuil Chesterfield dans lequel je suis installée, j'entends les allées et venues dans l'escalier. Le premier à descendre est Johann, car j'entends Josette, qui doit être revenue du jardin, lui souhaiter le bonjour. Et en effet, lorsque je ramène ma tasse vide dans la cuisine, il est en train de discuter avec la mère et la fille. « Bonjour tout le monde, claironne-je. Vous avez tous des petits yeux. »« Toi aussi, me répond Johann. »« Normal, j'ai dû assurer pour ma nuit de noces, et ce n'était pas ton cas, assurai-je en riant. Et comme vous pouvez le constater, j'ai dû épuiser ma femme, car elle n'est toujours pas debout. » Vantard, me taquine Johann. Je remonte dans notre chambre et je retrouve ma belle Adeline en train de chahuter avec Thomas qui saute à pieds joints sur notre lit conjugal. Je l'attrape au vol et le soulève à bout de bras au-dessus de moi. « Alors, espèce de chenapan, encore en train d'essayer de me prendre ma place ?» Mais il sait très bien que tout ça va se terminer par des chatouillis qu'il s'efforce d'éviter en gigotant dans tous les sens, sous le regard amusé de sa mère. Je finis par l'envoyer dans la salle de bain. « Enlève ton pyjama, j'arrive pour m'occuper de toi. » Mais avant toute chose, je m'assieds au bord du lit pour étreindre et embrasser ma femme. « Bonjour mon amour. Tu joues la marmotte ce matin ? » « Pour une fois que tu es debout avant moi, rétorque-t-elle moqueuse. »« Très juste. Eh bien, je vais m'occuper de Thomas. Repose-toi encore un peu pendant ce temps. » Néanmoins, Adeline ne profite pas de ce répit. Je l'entends se lever et préparer nos valises pendant que je guide Thomas qui veut faire sa toilette seul. Elle prend le relais pour l'habiller pendant que je me lave à mon tour. Thomas est en train de prendre son petit déjeuner quand elle nous rejoint vêtue d'une robe légère, bleu ciel, à fines bretelles, très estivale et chaussée de sandales. Il faut dire qu'il fait encore très chaud. Eric est en train de terminer son petit déjeuner. Lorsqu'il se lève pour aller déposer son bol et ses couverts dans la cuisine, je le suis des yeux. Amélie est en train d'éplucher des pommes de terre et je perçois un échange de regards entre eux, des regards chargés de tristesse. Peut-être à l'idée de se quitter bientôt, puisqu'Éric part en même temps que nous, ainsi que Johann, bien que ce dernier prenne une autre direction. Je me lève avant que mon ami quitte la cuisine, et je l'intercepte dans le vestibule. « Ça te dit une cigarette en marchant dans le parc ?»« Pourquoi pas ?» me répond-il d'un ton las. Sur le perron, je lui tends mon étui à cigarette et lui propose du feu.
Quelque chose ne va pas, Eric? Je te sens entendu. J'ai peu dormi, mais à part ça, rien à signaler. Nous marchons un moment sans rien dire, tirant chacun notre tour sur notre cigarette. Mon ami a l'air sombre. J'ai vu Amélie sortir de ta chambre ce matin, lancai-je d'un seul coup, brisant le silence pesant. Ah, fait brièvement Eric. C'est sérieux entre vous? Ça aurait pu l'être. Que veux-tu dire? Insistai-je. Eh bien, notre histoire a commencé juste avant notre départ en août 44. Mais nous ne nous sommes rien promis à l'époque. Seulement, j'écoute mon ami attentivement, sans l'interrompre. Je vois bien que parler de lui et de ses sentiments est quelque chose de difficile. Eric n'est pas normand, mais il est aussi taiseux qu'eux. Ce qualificatif que j'ai appris de ma femme lui va comme un gant. Seulement, je n'ai pas réussi à l'oublier. Aussi, quand tu m'as contacté pour être ton témoin, je savais que j'allais la revoir. Je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais. Mais cette jeune femme que ton père veut te voir épouser, je l'ai rencontrée de nouveau depuis mon retour, mais je ne ressens rien pour elle. Elle est jolie, gentille, cultivée, mais je n'en suis pas amoureux. Et Amélie? C'est justement elle que j'aime, et c'est réciproque. Tu ne peux t'imaginer comme nous nous entendons bien. Nous sommes complices et complémentaires. Après avoir fait l'amour cette nuit, je lui ai demandé de m'épouser. Je ne dis rien, je l'interroge juste du regard. Vu son air morose, je crois deviner la réponse. Elle a refusé. Oh, pas parce qu'elle ne m'aime pas, bien au contraire. Elle m'a dit qu'il n'y avait personne d'autre. Mais elle ne peut pas me dire oui, car son père ne l'accepterait pas. Mais il m'a bien accepté, moi, m'écriai-je. Je sais, Bastian, mais Adeline n'est pas sa fille. Voir sa propre fille épouser un Boche lui est apparemment intolérable. Et Amélie ne veut pas le contrarier, d'autant qu'il est malade. Le cœur, précise Eric d'une voix étranglée. Que pourrais-je dire à mon ami pour le réconforter? Rien, manifestement. Je me contente de poser une main sur son épaule, afin de lui montrer ma compassion et de l'écouter expliquer ce qu'il traverse. Amélie ne veut pas rompre avec moi, elle-même. Mais elle m'a dit que je devrais épouser Cornelia. De son côté, elle n'a pas l'intention d'épouser qui que ce soit. Attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Elle te dit d'en épouser une autre, mais n'a pas envie de rompre avec toi. Tu ne veux quand même pas dire qu'elle veut... Elle veut que nous continuions à nous voir, comme des amants. La femme que j'aime me propose d'être ma maîtresse. J'en reste baba. Cette situation me paraît tellement tordue, sans compter qu'une liaison à 800 km de distance a toutes les chances de mal se terminer. Donc, tu vas épouser cette Cornelia et entretenir une relation extra-conjugale avec Amélie, qui, elle, de son côté, envisage de te rester fidèle. Ça dépasse l'entendement. Tu te rappelles ce que je t'ai dit fin 1943? Je m'en rappelle. La fidélité doit aller dans les deux sens, sinon ça pourrit une relation. Mais je ne peux pas me résoudre à tout arrêter avec Amélie. Et elle ne veut pas que je sois en rupture avec mon père, qui irait sûrement jusqu'à me déshériter, ce dont je me fous éperdument. Avec un soupir, je tape sur l'épaule de mon ami, avec lequel j'ai partagé tant de choses. Je me demande ce que j'aurais fait si le père d'Adeline avait été aussi intransigeant que celui d'Amélie, et si le mien avait absolument tenu à ce que j'épouse une femme qu'il aurait choisie. Je mesure la chance que nous avons, Adeline et moi, d'avoir des pères libéraux, absolument pas xénophobes et résolument pacifistes. Je me désole vraiment de voir mon ami aux prises avec des difficultés qu'il s'impose lui-même à cause d'une éducation rigide qui ne correspond pas à son caractère, mais qui laisse des traces puisqu'il n'arrive pas à s'en dédouaner. Fort heureusement, son père n'a pas réussi à faire de lui un nazi. Eric, comme moi, n'a pas fréquenté les jeunesses hitlériennes. Nous avions passé l'âge quand l'organisation était devenue obligatoire en 1939. En revanche, comme moi, il a dû servir dans le Reich Arbeitsdienst, ce qu'il avait fait après sa licence en 1935, poursuivant avec son service militaire
avant de pouvoir intégrer l'université en janvier 1938. Il avait terminé ses études d'architecture à l'université de Munich en juin 1940, où son père avait lui-même suivi ses études, avec Gropius, le fondateur du Bauhaus. Il avait intégré la Wehrmacht à ce moment-là. Son père aurait préféré le voir dans la Schutzstaffel, mais Eric s'y était opposé. C'est sûrement la seule fois où il s'était opposé à son père. Il n'avait jamais adhéré aux idées d'une SDAP. Sache que tu seras toujours le bienvenu à la maison, tout comme Amélie. Tout ce que je te demande, c'est de me prévenir si un jour tu débarques avec ton épouse légitime. Je serai très ennuyée d'avoir à la même table et ta femme et ta maîtresse, car Amélie est la meilleure amie d'Adeline et elle risque d'être régulièrement à la maison. Merci, Bastian. Effectivement, Amélie a l'intention de venir travailler sur Paris, maintenant qu'Adeline va s'y installer avec toi. Elle envisage même de suivre une formation. Nous revenons sur nos pas. Eric doit boucler ses valises et il va certainement avoir envie de faire ses adieux à Amélie, en attendant de se revoir Dieu sait quand, mais vraisemblablement à Paris. Nous sommes partis après le déjeuner en tout début d'après-midi. Johan a repris son train pour Le Mans, pendant qu'avec Eric, nous avons pris le train pour Paris-Saint-Lazare, puis un autre train, mais de nuit, de la gare de l'Est vers l'Allemagne jusqu'à Freiburg, où Eric avait proposé que nous fassions une halte pour nous reposer un peu, surtout avec Thomas. C'est ainsi que nous avons fait la connaissance des parents d'Eric. J'avoue que je ne me suis pas sentie très à l'aise entre une mère au foyer mondaine jusqu'à la moelle, qui n'ayant eu que 2 enfants, n'a certainement pas obtenu l'Ehrenkreuz der Deutschen Mutter, et un père ancien adhérent au NSDAP. J'imagine mal Amélie, fille d'une cuisinière et d'un homme à tout faire, être acceptée dans cette famille, simplement du fait de ses origines. Eric nous avait prévenus. Ses parents vivent dans un monde superficiel, dont les valeurs principales sont l'argent et la réussite sociale, quel qu'en soit le prix. En tout cas, ma femme se montre à la hauteur, et même au-dessus du lot. Il est vrai qu'elle est issue d'un milieu aisé et ne se laisse pas impressionner. Si elle avait prévu une tenue de voyage confortable, elle descend pour le dîner avec une élégante robe en satin vert, que je lui ai d'ailleurs déjà vue en 1943. Avec les bijoux de sa mère en perles et émeraudes, elle ressemble à une princesse. Ma princesse. Le père d'Eric regarde avec satisfaction notre petite famille. Il doit se dire que moi, grand blond aux yeux bleus, ma jolie femme blonde aux yeux verts et mon petit blondinet aux yeux turquoises, nous représentons la parfaite famille aryenne. Qui plus est, notre bout de chou parle allemand comme le ferait tout enfant de son âge né dans mon pays. Notre petit diablotin a au moins amélioré l'ambiance. Il est clair que le père d'Eric n'attend qu'une chose du mariage de son fils, un héritier pour la dynastie Bauer. Ce n'est que le soir, lorsque nous nous retrouvons au lit, que je parle à Adeline de ma conversation avec Eric. Si la décision d'Amélie de ne pas épouser Eric ne la surprend pas, tout comme celle de rester sa maîtresse, elle est en revanche abasourdie par sa proposition d'en épouser une autre. « Je n'aurais pas supporté de te voir en épouser une autre, m'avoue-t-elle. Je n'aurais pas voulu une autre que toi non plus. Mais je ne suis pas comme Eric, prisonnier d'une éducation traditionnelle qui veut que nos parents dirigent nos vies. Je n'aurais jamais voulu d'un mariage arrangé, quel que soit le critère invoqué, social, économique ou religieux. Finalement, il est exactement comme Amélie. Il ne veut pas décevoir son père, mais à quel prix? C'est leur décision, enfin surtout celle d'Amélie, précisai-je, car Eric était prêt à l'imposer à sa famille. Ma femme chérie est d'accord avec moi, mais elle se dit prête à aider son amie dans son autre projet, reprendre ses études. Amélie a son certificat d'études, mais elle aimerait obtenir un diplôme supérieur pour accéder à des postes plus intéressants. Elle en est très capable. Elle n'a pas poursuivi ses études car dans sa famille ça ne se fait pas. Mais le plus important est qu'elle est bien décidée à apprendre l'allemand. Tiens donc, je me demande bien pourquoi, déclarai-je, feignant l'étonnement. Ce qui m'inquiète, c'est que si Amélie tombe enceinte, ça risque de faire du grabuge. Elle sait ce qu'il faut faire pour éviter une grossesse. Oh, toi, tu l'as initiée à ta méthode. Ceci dit, elle n'est pas totalement efficace quand on oublie de vérifier les périodes à risque, précisai-je moqueur. Adeline me toise d'un air faussement soupçonneux. Goguenard, elle me fait remarquer
que la mienne ne l'était pas plus quand il s'agissait d'interrompre le coït à temps. Pour autant, aucune méthode n'est efficace à 100%, remarque-t-elle. La meilleure reste le préservatif, ou mieux, l'abstinence. Mais nous en étions incapables tous les deux à l'époque. Et j'en suis toujours incapable maintenant, déclarai-je en l'enlaçant. Que dirais-tu d'un petit deuxième? Thomas a bientôt 2 ans et demi. Je n'ai rien contre. Nous pouvons nous y mettre tout de suite, monsieur Alderman. Sans préavis, elle roule sur moi pour me mettre à l'épreuve. Ma réponse ne se fait pas attendre. Elle n'a pas besoin de fournir trop d'efforts pour arriver à ses fins. Le lendemain, nous devons reprendre le train pour Duderstadt via Francfort. Nous quittons la maison des Bauer après le petit déjeuner. Eric nous conduit à la gare en voiture et nous nous quittons sur le quai, nous promettant de nous revoir d'ici la fin de l'année si possible. Nous arrivons vers 17h30 à Göttingen, où mon frère nous attend à la gare. Il n'attendait qu'un couple de jeunes mariés, et il nous voit arriver à 3. Car évidemment, pour préserver l'effet de surprise, je n'ai rien mentionné à propos de Thomas dans mon télégramme. Il reste évidemment bouche bée devant Adeline, tout d'abord, puis devant notre fils. Ceci dit, je le comprends. Ma femme est comme d'habitude sublime, dans une tenue qu'elle a cependant voulu confortable pour le voyage. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle est fraîche comme une rose, dans une chemise cintrée bleu marine, portée avec une jupe ample réalisée dans le même tissu, le tout porté avec une ceinture qui met en valeur sa taille de guêpe, des salomés à petits talons bleu marine et crème, et un ravissant chapeau dans les mêmes tons. Elle ne semble même pas se rendre compte de l'effet qu'elle fait sur les hommes, et s'avance avec un grand sourire pour embrasser sur chaque joue mon frère, encore abasourdi par son apparition, après s'être déclaré ravi de le connaître en allemand. Il est encore plus étonné quand je le présente à Thomas en allemand et que je demande à mon fils de se présenter. « Mein Name ist Thomas Altermann und ich bin 2,5 Jahre alt. » Mon frère se prend au jeu et lui demande qui nous sommes, Adeline et moi, et comment il est venu jusqu'ici, juste pour voir si notre fils n'a pas appris sa leçon par cœur. Mais il obtient des réponses claires et nettes, toujours en allemand, dans le langage encore enfantin de notre petit prodige. Surtout, tu nous laisseras entrer en premier avec Adeline, et tu rentreras en dernier avec Thomas, expliquai-je à Stéphane après les présentations. Je veux en faire la surprise à papa et à Emilia. Ça, pour une surprise, ça va être une sacrée surprise. En tout cas, tu ne peux pas le renier. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau au même âge, d'après les photos que nous avons. Pendant le trajet de 3/4 d'heure, Stéphane nous demande comment s'est passé notre voyage et nous raconte les derniers potins de Duderstadt. Arrivé devant la maison, comme nous en avons convenu en route, Stéphane nous dépose devant la porte et va garer la voiture, où Thomas est resté bien caché, comme nous lui avons demandé. Il en fait un jeu, sans rechigner. Nous avons à peine fait 3 pas que ma sœur déboule comme une fusée en criant à tue-tête. « Les voilà, les voilà !» Des fois que Manfred et mon père n'auraient pas entendu la voiture. Emilia est surexcitée et me saute au cou avant d'en faire autant à Adeline, ravie de cet accueil enthousiaste. Manfred croit bon d'intervenir pour calmer les ardeurs de sa femme, de peur d'embarrasser la mienne, qui ne l'est pas du tout. « Emilia, calme-toi, on dirait une gamine, laisse-les respirer. » « Tout va bien, Manfred, assurai-je en lui serrant la main. Adeline s'avance vers lui, main tendue, mais se ravise aussitôt. « Enchanté, Manfred, mais nous pouvons peut-être nous faire la bise. » Après une bise sur chaque joue, en voilà encore un séduit par ma femme. Il ne reste plus que mon père. Là, Adeline se montre un peu plus circonspecte, et c'est mon père qui, jovial, lui ouvre les bras. « Et moi alors, je n'ai pas le droit à une bise? Tu es pourtant ma nouvelle fille. » « Si, bien sûr, beau papa, répond-elle avec un grand sourire. C'est à ce moment que Stéphane fait une entrée théâtrale avec Thomas dans les bras. J'ai trouvé ce bambin parmi les bagages et j'aimerais bien retrouver ses parents, annonce-t-il. Mon père et Emilia restent muets de stupeur. Papa réagit le premier, sans doute parce qu'il a reconnu en Thomas le petit garçon blond que j'étais au même âge. « Dis-moi, qui es-tu, toi? Et où sont tes parents ?» demande-t-il doucement. Et Thomas de se présenter de nouveau et de nous montrer en annonçant que nous sommes son père et sa mère, devant mon père, ma sœur et mon beau-frère médusé de l'entendre babiller en allemand. « Et moi, je suis ton grand-père Franz, déclare mon père en le prenant des bras de Stéphane.
Il est très ému. Je prends alors la parole. Nous voulions vous faire la surprise. Il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas aussi étonné que moi quand j'ai découvert que j'avais un fils en revenant en France. Il est né le 15 avril 1945 et il s'appelle Thomas Robert Franz, et c'est le père d'Adeline qui a jugé bon d'ajouter les prénoms de ses grands-pères lorsqu'il est allé le déclarer. « Ton père est quelqu'un de bien, Adeline, dit mon père avec un grand sourire. »« Je sais, confirme ma femme. Il paraît que l'officier d'état civil a sourcillé en entendant le prénom de Franz, mais mon père lui a fait croire que c'était en l'honneur de Franz Liszt, mon musicien préféré. Et il a enfoncé le clou au moment de la publication des bans pour le mariage devant le regard en biais de l'officier d'état civil, peut-être le même d'ailleurs, précisai-je. Il a mis les pieds dans le plat pour un plaidoyer digne des plus grands avocats, par lequel il m'a défendu, fustigeant les mauvaises langues qui collent une étiquette de nazi à tous les Allemands. « Il faut vraiment que nous fassions connaissance un jour, » s'exclame mon père avec sincérité. Emilia, pendant ce temps, s'est rapprochée de Thomas que mon père tient toujours dans ses bras. « Puis-je dire bonjour à mon neveu, papa ?» Mon père confie à regret son premier petit-fils, qui depuis un moment fait la connaissance de nouvelles têtes, mais sans s'en émouvoir outre mesure. Il semble même content d'être le centre de l'attention de toutes ces grandes personnes qui lui font des tas de sourires et des tas de bisous. Ma femme et mon fils sont accueillis comme des rois. Opération séduction totalement réussie. De toute façon, je n'en doutais absolument pas. Adeline se sent totalement à l'aise. Rien à voir avec les Bauer, me souffle-t-elle à l'oreille en riant. Mais je le savais à l'avance. Moi qui suis fille unique, je me retrouve avec un frère et une sœur. Moi aussi, je suis content d'avoir une sœur, intervient Emilia. Et moi donc, une seconde sœur, confirme Stéphane. Le ton est donné pour tout notre séjour. Il y avait longtemps qu'il y avait eu une si joyeuse ambiance à la maison. Et celui qui est le plus chouchouté est Thomas. Une fois notre petit prince endormi, ma femme entre mes bras, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais Adeline semble loin de moi à cet instant, un peu triste même. « Tu es bien songeuse, mon amour » avançai-je en caressant son visage. « À quoi penses-tu donc ?»« À toi, à nous. Je suis heureuse depuis que tu m'es revenue. Mais toi, es-tu sûre que vivre en France est ce que tu souhaites vraiment? Ton pays, ta famille risquent de te manquer. Seras-tu vraiment heureux ?» Mes yeux dans les siens, je la contemple. Elle est tout ce que je souhaite. Mes mains continuent à effleurer sa mâchoire, ses lèvres. Mein Liebling, tu es tout ce dont j'ai besoin. Toi et Thomas êtes tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Dans son regard vert, je lis pourtant la peur. Bastien, je ne supporterai pas de te perdre. Pendant tous ces mois où je t'attendais, je m'étais préparée à te suivre quel que soit l'endroit où tu voudrais vivre. C'est pour ça aussi que je voulais que Thomas soit autant allemand que français. Je te suis reconnaissante de choisir de vivre en France. Je ne veux pas priver ton père de sa fille unique, et le travail qu'on m'offre en France me correspond. Crois-moi, ce n'est pas un sacrifice. C'est avec toi que je veux être. Promets-moi de me le dire, si un jour tu regrettes cette décision et que tu veux revenir ici, dans ton pays. De toute façon, je m'en rendrai compte. Je suis prête à vivre en Allemagne, si c'est là que tu veux être. Peu m'importe l'endroit, car moi aussi c'est avec toi que je veux être. Promets-le-moi, mon amour, me supplie-t-elle. Je te le promets, dis-je. Je t'aime plus que tout, Schatz. Je la serre à l'étouffer contre moi. Jamais je n'aurais pensé aimer autant. Je pensais avoir tout perdu quand Naomi a disparu sous les bombes. Mais même si elle reste gravée dans mon cœur, je me rends compte que ce que je ressens pour Adeline est bien plus puissant. Après Naomi, j'ai survécu, empli de culpabilité. S'il arrivait quelque chose à Adeline, je ne suis pas sûre que j'arriverais à surmonter cette épreuve. Heureusement, la guerre est finie. Ma nouvelle vie nous attend en rentrant en France. Je sens son cœur palpiter tout près du mien, son souffle dans mon cou, la chaleur de son corps, sa peau si douce sous mes doigts.